Salut, je m'appelle Yal. Ma fiancée pensait que j'étais juste un gars ordinaire, silencieux, fauché, rien de spécial. Ses parents aussi. Jusqu'au soir où ils nous ont invités à dîner, juste pour m'humilier. Ils m'ont traité d'inutile. Son père m'a ri au nez. Et quand elle s'est levée pour me protéger, sa propre mère l'a giflée. C'est à ce moment-là que j'ai mis la main dans mon manteau et que j'ai posé sur la table quelque chose qui a tout changé. Ils pensaient que j'étais invisible. Mais le silence, quand il est bien utilisé, peut brûler plus fort que la vengeance. Et ce soir-là, ils ont appris qui j'étais vraiment. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont cru. Mais la vérité, ce n'était que le début. Mon nom est Yal Renard. Les gens de Charleston connaissent ma famille. Vieil argent du Sud, opinion bien arrêtée, et trop de fierté pour leur propre bien. Je suis le plus jeune de 3 fils, celui dont personne n'attendait grand-chose. Mes frères sont nés avec le charme de la famille, mon père avec la richesse de la famille. Moi, j'avais juste du temps et de la patience. À 25 ans, j'ai cessé d'attendre leur approbation et j'ai commencé à construire quelque chose par moi-même. Ça a commencé avec un seul projet de construction, juste moi, un camion de location et une liste de clients qui ne me donnaient pas l'heure. J'ai appris à rester silencieux, à laisser les résultats parler plus fort que les présentations. Aujourd'hui, cette petite idée déplace 700 millions de dollars par mois. Mais seul moi le sais. Ni mon père, ni mes frères, et ni Clara. Clara Keane pense que je suis un modeste entrepreneur. Je ne l'ai jamais corrigé. Quand on a été mesuré par la richesse toute sa vie, on commence à désirer quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle me donne l'impression d'exister, non pas comme un nom sur un chéquier, mais comme un homme qui répare sa propre clôture et brûle ses toasts le dimanche matin. Un après-midi, alors que le soleil d'automne dorait les fenêtres, Clara est passée à mon atelier. Elle a souri, mais c'était le genre de sourire que les gens portent quand ils se préparent à une mauvaise nouvelle. « Mes parents veulent dîner avec toi », a-t-elle dit doucement en passant ses cheveux derrière son oreille. « Demain soir. »« Dîner ?» J'ai posé ma clé à molette. Ça a l'air civilisé. « Ils peuvent être difficiles », a-t-elle admis. « Mon père, il est traditionnel. »« Traditionnel », ai-je répété en souriant. « Ça veut dire quoi ? Qu'il garde un fusil près de la porte ? » Elle a ri nerveusement. « Plutôt qu'il a des opinions sur qui mérite sa fille. » J'ai tendu la main, effleurant la sienne. « Alors on sera juste nous-mêmes. » La vérité n'a pas besoin d'être déguisée. Elle a hoché la tête, mais je pouvais sentir son pouce accélérer sous mes doigts, et au fond de moi, je savais déjà. La vérité n'a peut-être pas besoin d'être déguisée, mais certaines personnes ne supportent pas de la voir nue. Le soir suivant, j'ai conduit jusqu'au domaine des Keane. L'allée serpentait entre des chênes drapés de mousse espagnole, chaque arbre plus vieux que toute mon entreprise. La maison se dressait comme un monument. Des colonnes blanches, des marches en marbre, l'odeur de l'argent qui n'a jamais eu à transpirer. Un majordome a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. « Monsieur Renard, bienvenue. » Son ton était poli, ses yeux calculateurs. À l'intérieur, l'air sentait le vernis au citron et un jugement silencieux. Une longue table à manger s'étendait dans la pièce, les bougies vacillant sur de l'argenterie que je ne pouvais pas me permettre, même quand je pouvais tout me permettre. J'ai pris ma place à côté de Clara. Un serveur a placé une serviette pliée comme une feuille devant moi. Je l'ai dépliée, la lissant en un simple pli. Evelyn Keane, la mère de Clara, a incliné la tête et a souri finement. « Oh, vous n'êtes pas très porté sur la présentation, n'est-ce pas ? » « J'aime juste les choses qui ont du sens, dis-je d'un ton stable. » Elle a gloussé, ce genre de rire qui a le goût du parfum et du mépris. Pratique, quelle fraîcheur. Le dîner a commencé. Chaque question me semblait être un test auquel je ne m'étais pas inscrit. « Alors, Yal, » a dit Marshall Keane en découpant son steak. « Combien vaut le patrimoine de votre famille ces jours-ci » J'ai rencontré son regard, poli mais inflexible. J'ai construit ma propre vie. Elle est modeste mais honnête. La fourchette d'Evelyn s'est arrêtée en l'air. Donc pas de vieil argent. Leur rire était silencieux, raffiné, mais il brûlait plus fort que des cris. La main de Clara a trouvé la mienne sous la table, tremblante. Son pouce a dessiné de l'encercle sur ma paume, ses excuses écrites au toucher. L'air s'est alourdi à chaque gorgée de vin. Leurs petites conversations se sont transformées en petites piques,
des blagues sur les hommes qui travaillent et ceux qui partent de rien. Quand le dessert est arrivé, Marshall s'est adossé, faisant tourner son verre. Un homme fauché comme vous veut épouser notre fille. La pièce s'est figée. Clara a halté. Papa, ça suffit. Le son de sa protestation a fendu l'air. Puis sa main a frappé sa joue. La gifle a résonné contre les murs de verre, vive comme l'éclair. Une seconde, je n'ai pas respiré. Clara a trébuché et je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Son visage était rouge là où sa main avait atterri, ses larmes silencieuses. J'ai regardé Marshall. Sa mâchoire était serrée, mais il y avait quelque chose de suffisant dans ses yeux. Un homme convaincu qu'il venait de me remettre à ma place. Lentement, j'ai aidé Clara à se relever. Toute la table regardait. Personne ne parlait. Puis, sans un mot, j'ai mis la main dans ma veste et j'ai posé ma carte noire sur la table. Le visage du serveur a perdu sa couleur. Il s'est avancé rapidement. Monsieur Renard, monsieur, je n'avais pas réalisé que vous vous joigniez à nous ce soir. La fourchette de Marshall a cliqueté. Les lèvres d'Evelyne se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis tourné vers Marshall, ma voix basse. Vous m'avez demandé ce que valait ma famille. Disons simplement assez pour savoir que les bonnes manières ne s'achètent pas. J'ai pris la main de Clara, l'aidant à sortir de ce mausolée de marbre. L'air nocturne à l'extérieur était frais, propre, enfin réel. Dans la voiture, elle regardait par la fenêtre, silencieuse. Je voulais la serrer dans mes bras, lui promettre quelque chose de plus doux que cela. Mais la vérité flottait entre nous comme de la fumée. Je n'ai jamais voulu qu'il voie ce que je possédais. Je voulais seulement qu'il voie qui j'étais. Mais peut-être que dans ce monde, les gens n'écoutent que lorsque l'argent parle en premier. Cette nuit-là, alors que nous passions devant les rives sombres de Charleston, mon téléphone a vibré. Marshall Keen appelait. Et ce n'était pas pour s'excuser. Quand mon téléphone a sonné cette nuit-là, je ramenais encore Clara à la maison. L'écran a affiché son nom, Marshall Keen. Mes doigts se sont resserrés sur le volant. Clara m'a regardé, ses yeux encore gonflés d'avoir pleuré. Mais j'ai secoué la tête et j'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Il n'a pas laissé de message, mais je savais que ce silence n'était pas de la miséricorde. C'était du calcul. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. La ville était silencieuse, à l'exception du murmure de la marée et du grincement lointain des bateaux qui se déplaçaient dans le port. J'ai fait du café et je me suis assis dehors sur la jetée, regardant les mouettes se battre pour des morceaux de pain laissés par les touristes. Pendant quelques minutes, je me suis laissé croire que c'était juste un matin comme les autres, que j'étais juste un homme ordinaire avec des problèmes ordinaires. À l'intérieur, Clara dormait encore. Elle n'avait presque pas dit un mot depuis la nuit dernière, se blottissant simplement à côté de moi, comme si elle pouvait se cacher de la voix de son père. Je lui ai dit de se reposer, que je m'occuperais de lui s'il rappelait. Mais alors que le soleil commençait à se lever sur l'eau, mon téléphone a de nouveau vibré. Même nom, même numéro. Cette fois, j'ai répondu. Lial, a dit Marshall, sa voix inhabituellement douce. À propos de la nuit dernière, les émotions étaient vives. J'ai peut-être parlé à tort et à travers. J'ai regardé l'horizon, sans rien dire. Je pense que nous devrions nous rencontrer, a-t-il poursuivi. D'homme à homme. Mon bureau, 11 heures. J'aimerais éclaircir les choses. Ce n'était pas des excuses. C'était une convocation. Son ton portait la même autorité qu'il utilisait à table, mais maintenant il était déguisé en diplomatie. Bien sûr, dis-je doucement. J'y serai. Il a marqué une pause, comme s'il était surpris que je ne discute pas, bien. J'apprécie. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis là, le téléphone lourd dans ma main. J'avais déjà eu affaire à des hommes comme lui. Mon père en avait été un. Des hommes qui confondent le contrôle avec la sagesse, qui pensent que la générosité est une laisse. Au moment où j'ai conduit en ville, le ciel s'était éclairci en un bleu dur et propre. Le bâtiment qui dominait le quartier historique, vert et acier s'élevant au-dessus de la brique et de l'histoire. À l'intérieur, tout brillait, acajou, laiton, l'odeur de l'ambition polie. La réceptionniste a souri trop largement et m'a conduit à l'étage. Quand je suis entré dans son bureau, Marshall se tenait déjà près de la fenêtre, un verre de bourbon à la main. Lial, dit-il avec la chaleur de quelqu'un saluant un partenaire commercial, pas un futur gendre.
Content de te voir. Vraiment, ai-je répondu en fermant la porte derrière moi. Il a gloussé. Tu m'as surpris hier soir. C'est rare. La plupart des hommes seraient partis en trombe. Je suppose que je ne suis pas comme la plupart des hommes. Il a hoché la tête avec approbation, a versé un autre verre et m'a fait signe de m'asseoir. Son bureau donnait sur le port, le même que je regardais plus tôt ce matin-là. Je vois du potentiel en toi, a-t-il dit. Je pense que nous avons mal commencé. Peut-être y a-t-il un moyen pour nous de collaborer. Collaborer? Il a souri faiblement, comme un professeur faisant preuve de patience avec un élève lent. J'ouvre un nouveau projet de développement immobilier à Mount Pleasant. Un gros projet. Tu as de l'expérience dans la construction. J'ai le capital et la portée politique. Nous pourrions faire quelque chose de rentable ensemble. Je l'ai laissé parler. Ses mots roulaient, doux comme son bourbon, mais je pouvais sentir le motif. Tu gagnerais du respect plus rapidement si tu attachais ton nom au nôtre, a-t-il ajouté en se penchant en avant. Cette phrase, c'était presque mot pour mot ce que mon père me disait avant de s'attribuer le mérite de mon travail. J'ai forcé un petit sourire. Tu veux dire si je te laissais attacher le tien au mien? Il a ri, mais ses yeux sont restés froids. Allons, allons, pas besoin de fierté. Ce ne sont que des affaires, mon fils. Le mot « fils » a frappé l'air comme du poison. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Jette un coup d'œil. Un accord simple. Mutuellement bénéfique. Je l'ai ouvert. Les petits caractères disaient tout ce qu'ils ne disaient pas 18 mois après la signature, son cabinet détiendrait automatiquement une participation majoritaire dans la branche de développement de mon entreprise. Une prise de contrôle silencieuse déguisée en partenariat. J'ai fermé le dossier doucement. Tu penses que j'achète ma place dans ta famille, mais ce que tu fais vraiment, c'est vendre ton âme pour une part. Il a souri, patient. Tu es émotif. Ce n'est pas bon pour les affaires. Je me suis levé, glissant le dossier sous mon bras. Alors c'est une bonne chose que je ne fasse pas d'affaires. Sa mâchoire s'est crispée, mais il est resté assis, faisant semblant d'être impassible. Tu finiras par accepter, a-t-il dit. Les hommes comme toi le font toujours. Vous avez juste besoin de sentir la pression. J'ai vécu sous pression toute ma vie, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. C'est ce qui m'a forgé. Dehors, la lumière du soleil semblait plus vive, presque métallique. J'ai conduit chez moi en silence, laissant le bourdonnement de la route étouffer sa voix, qui résonnait encore dans ma tête. Clara était dans la cuisine quand je suis rentré. Elle avait l'air mieux, encore pâle, mais plus calme. Elle m'a fait un petit sourire. Papa m'a texté, a-t-elle dit. Il a dit que vous arrangiez les choses. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le dossier sur le comptoir et je me suis appuyé contre. Clara, dis-je doucement, ton père n'arrange pas les choses. Il bouche les trous pour pouvoir couler le bateau plus tard. Elle a froncé les sourcils. Tu te trompes sur lui. Il essaie. J'espère que tu as raison, dis-je. Mais ne fais pas confiance aux mots qui sonnent trop polis. Elle m'a étudié un long moment. Tu n'as rien signé, n'est-ce pas? Non, dis-je, mais il trouvera un autre moyen de me faire regretter de ne pas l'avoir fait. Cette nuit-là, j'ai travaillé tard dans mon bureau. La maison était silencieuse, juste le tic-tac de la vieille horloge et le bourdonnement du réfrigérateur dans le couloir. Le dossier était posé, non ouvert, à côté de moi. J'étais sur le point de le ranger quand le téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Une voix d'homme, basse et prudente. Monsieur Renard? Oui. Faites attention à ce que vous signez, a-t-il dit. Il a déjà fait ça. Qui est à l'appareil? Mais la ligne avait déjà coupé. J'ai regardé le téléphone, puis le dossier. Lentement, j'ai souri, non pas d'amusement, mais de reconnaissance. Ce n'était plus des affaires. C'était des échecs. Et le prochain coup n'était pas le mien. C'était le sien, et il l'a joué avant le lever du soleil. Au moment où j'ai fini de lire le texto anonyme, le ciel à l'extérieur avait commencé à passer du noir à un gris meurtri. Le port était calme et silencieux, comme s'il savait que quelque chose se préparait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais ce qu'un homme comme Marshall Keane faisait quand il se sentait menacé.
Il n'élevait pas la voix. Il déchaînait l'enfer. La tempête a éclaté juste après l'aube. Mon téléphone s'est allumé avant ma première tasse de café. Des dizaines d'appels manqués, des emails affluents. Le nom de mon assistante clignotait sur l'écran encore et encore. J'ai tapé pour répondre. Monsieur Renard, avez-vous vu les gros titres? Je ne les avais pas vus. Pas encore. J'ai ouvert mon ordinateur portable et c'était là, en gras, partout. Le groupe Renard fait l'objet d'une enquête pour pratique de facturation frauduleuse. Des sources anonymes allèguent que l'entrepreneur a détourné des fonds de la ville. Le Golden Boy de Charleston terni. Je suis resté immobile une seconde, laissant les mots s'imprégner comme de l'eau froide le long de ma colonne vertébrale. Fabriqué, calculé, exécuté avec précision. Il citait des sources proches de la famille Keane. Il ne le disait pas ouvertement, mais l'implication pendait comme un nœud coulant. Lial Renard n'était pas seulement sous surveillance. Il était maintenant un passif. À 9 heures, mon conseil d'administration a exigé une réunion. Les murs de verre de la salle de conférence renvoyaient un reflet qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Mon reflet, mais flou, altéré. Un homme accusé de quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Mes cadres étaient assis, raides, autour de la longue table, se tortillant sur leurs sièges comme des enfants pris dans le bureau du directeur. Personne ne voulait me regarder dans les yeux. Je me tenais à la tête, les mains fermes sur le dossier d'une chaise. Vous avez tous vu les gros titres, dis-je. Alors laissez-moi clarifier une chose. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Je n'ai jamais pris de raccourci. Je n'ai jamais volé une seule chose. Silence. Pas de halètement, pas de réfutation. Juste le silence. C'est là que j'ai su. Il n'était pas avec moi. Il regardait pour voir si j'allais tomber. J'ai continué. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un ici croit ce qu'il a lu, qu'il sorte maintenant. Personne n'a bougé. Mais leur silence n'était pas de la loyauté. C'était de la peur. Le genre qui grandit chez les gens quand leur chèque de paie semble menacé. Quand être associé à vous pourrait leur coûter. Quand la réunion s'est terminée, personne n'a parlé. Ils sont simplement sortis en silence, les yeux baissés. Plus tard dans l'après-midi, j'étais dans mon bureau, essayant de me concentrer, essayant de respirer à travers le poids, quand Clara est entrée, son visage pâle, ses bras croisés comme si elle se tenait elle-même. « Mon père dit que vous faites l'objet d'une enquête », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé, la voix se brisant. Avez-vous fait quelque chose de mal, Lial? Cette question a frappé plus fort que n'importe quel titre. Non pas parce qu'elle doutait de moi, mais parce que je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ne voulait pas. Je me suis levé lentement, je me suis approché d'elle et j'ai pris ses mains dans les miennes. Non, dis-je. Je ne l'ai pas fait. Elle a hoché la tête, un souffle tremblant s'échappant de ses lèvres. Alors pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi ne te défends-tu pas? Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que crier dans une tempête n'arrête pas la pluie. Je ne vais pas crier mon innocence dans une pièce pleine de gens qui ont déjà décidé que j'étais coupable. Pas encore. Elle s'est appuyée contre moi et pendant un moment, nous sommes restés là, silencieux, immobiles. J'ai peur, a-t-elle murmuré. Je sais, dis-je. Moi aussi. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Pas de communiqué de presse, pas de cirque médiatique. J'ai commencé à creuser. Chaque article ramenait à des affirmations vagues, toujours une source proche ou un consultant interne. Mais un détail s'est démarqué. Chaque fuite remontait à une société holding ayant des liens avec les investisseurs de la famille Keane. J'ai engagé un détective privé. 3 heures plus tard, j'avais ma première piste, une chaîne de sociétés écrans. L'une d'entre elles, enregistrée sous un faux nom, était liée à un ancien consultant en relations publiques qui se trouvait être sur la liste de paix de Marshall Keane il y a 2 ans. Il n'avait pas été prudent. C'est le problème avec les hommes puissants. Ils se croient intouchables. Ils ne cachent pas les choses. Ils les enterrent simplement, en supposant que personne ne creusera. Clara a de nouveau appelé cette nuit-là. Elle avait l'air épuisée. Il a dit que tu allais le blâmer, a-t-elle murmuré. Il a dit que tu essaierais de le ruiner. Je n'essaie de ruiner personne, dis-je. Mais je ne serai pas enterré non plus.
Elle est restée silencieuse un long moment, puis doucement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai fait une pause. « Rien, dis-je. Juste regarder. » Plus tard, je me suis assis seul à mon bureau. La ville était devenue sombre à l'extérieur. La seule lumière provenait du modem clignotant et de mon téléphone sur le bord du bureau. Je relisais une chaîne de transactions, des liens entre la société d'investissement de Marshall et Info Consultant, quand mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Renard, a dit la même voix basse. Il prépare quelque chose de public. Dîner du dimanche. Ne le manquez pas. Clic, je me suis adossé à ma chaise, regardant les ombres au plafond. La même table à manger, la même famille. Mais cette fois, je ne venais pas en tant qu'invité. Je venais les yeux grands ouverts. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne le pensais, et la tempête aussi. La ville mijotait sous une lourde couverture de chaleur de fin d'été. Même l'air avait un poids, le genre qui s'installe avant que quelque chose ne se brise. J'étais sur le porche, le café refroidissant à côté de moi, quand Clara a appelé. Sa voix était trop douce pour être décontractée. Maman veut s'excuser, a-t-elle dit. Papa aussi. Ils veulent que nous venions dîner. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a attendu. S'il te plaît, Lial. Je pense. Je pense qu'ils veulent vraiment arranger les choses. Ses mots tremblaient d'espoir, mais je pouvais entendre la peur qui se cachait en dessous. Elle ne demandait pas de confiance. Elle suppliait pour une seconde chance de paix. Peut-être pour elle-même plus que pour moi. Je lui ai dit que je serais là. À 18h30 ce soir-là, je suis entré dans la longue allée de gravier du domaine d'Equine. Le manoir avait la même apparence que la première nuit, trop propre, trop poli, comme s'il avait été débarrassé de tout ce qui est humain. Les lumières du porche brillaient de cette manière dorée de couverture de magazine, mais la chaleur semblait artificielle et n'atteignait pas l'air. À l'intérieur, tout était mis en scène. La salle à manger était dressée comme un miroir du dernier dîner. Des bougies allumées, des verres à vin en rangée parfaite. L'argenterie brillait sous la lumière du lustre. Même les serviettes avaient été pliées dans la même forme de feuilles délicates. J'ai pris ma place en silence, j'ai déplié ma serviette, je l'ai aplatie avec ma paume et je l'ai pliée une fois, simple, honnête. Marshall a jeté un coup d'œil dans ma direction, mais n'a rien dit. Evelyne m'a accueilli avec un sourire cassant, ses perles pendantes, raides, sur son col, comme si elle la maintenait. Ne nous attardons pas sur le passé, a-t-elle dit. Nous sommes tous une famille maintenant. Famille. Ce mot, dans sa voix, ressemblait plus à une menace qu'à un réconfort. Clara était assise à côté de moi, raide mais pleine d'espoir, comme quelqu'un qui se prépare à des vagues qu'elle espère encore ne pas voir s'écraser. Le dîner a de nouveau commencé. Cette fois, Evelyne a annoncé qu'ils avaient décidé d'enregistrer la soirée pour la mémoire familiale. Une caméra avait été discrètement placée de l'autre côté de la pièce, sa lumière rouge presque invisible, à moins qu'on ne la cherche. Mais je la cherchais. J'ai remarqué la façon dont le serveur a ajusté l'objectif à mi-repas, comment Marshall n'arrêtait pas d'incliner sa chaise juste comme il faut. Lial, a dit Marshall en levant son verre. J'entends dire que ton entreprise se porte plutôt bien. Impressionnant pour quelqu'un sans vieille relation. J'ai gardé mon expression immobile. Je connaissais ce jeu. M'appâter pour que je me défende, puis transformer cela en arrogance. On se débrouille, dis-je en hochant la tête. Il a souri avec mépris, déçu que je n'ai pas mordu. La conversation est restée cordiale. Trop cordiale. Le genre de politesse qui blesse plus qu'elle n'apaise. J'ai observé la façon dont Evelyne n'arrêtait pas de pousser Clara à sourire. J'ai observé la façon dont les compliments de Marshall étaient enveloppés de pics subtils. À mi-chemin du repas, Marshall a de nouveau levé son verre. Un toast, a-t-il dit, à ma fille. Pour être resté aux côtés d'un homme qu'elle apprend encore à connaître. La fourchette de Clara a cliqueté contre son assiette. Elle s'est redressée. Papa, a-t-elle murmuré, ne. Mais il a continué, plus fort maintenant. Puisse sa loyauté ne jamais lui coûter plus que sa fierté. Evelyne a ri doucement. Pas le genre chaleureux, mais le genre qui se tord. J'ai attrapé un mouvement près de la caméra. Un clignotement rouge. En direct. Il me filmait, attendant, espérant que j'explose,
que je leur donne exactement le drame qu'ils pourraient transformer en histoire. Une histoire qui me ferait passer pour l'étranger instable qu'ils avaient toujours voulu que je sois. Je n'ai pas dit un mot, mais mes poings se sont serrés sous la table. Puis Clara s'est levée. « Arrêtez ça », a-t-elle claqué. « Ce n'est pas de la réconciliation. C'est de l'humiliation. »« Clara, assieds-toi », a aboyé Evelyne. « Non », a dit Clara, sa voix vive. « Vous voulez qu'il craque. Vous voulez que je supplie. Vous ne vous excusez pas. Vous mettez en scène une performance. » La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Marshall se sont rétrécis, puis Evelyne l'a giflé fort. Le son a retenti dans la pièce, plus fort qu'il n'aurait dû dans une maison comme celle-là. Clara a fait un pas en arrière, une main sur sa joue. Mais je n'ai pas tendu la main cette fois. J'ai laissé le moment respirer. La lumière de la caméra continuait de clignoter. Marshall a pâli. Sa posture a changé, comme s'il venait de réaliser que le mauvais scénario s'était joué. Je me suis levé calmement, j'ai repoussé ma chaise, j'ai regardé Evelyne. « Tu l'as refait ?» dis-je, assez doucement pour qu'il se force à entendre. « Et cette fois, le monde entier le verra. » Clara n'a pas parlé. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement dirigée vers moi. J'ai pris sa main. Nous sommes partis sans regarder en arrière. Pas de cris, pas de mots finaux, juste le silence d'une maison qui avait enfin compris qui tenait le miroir. Dehors, Clara tremblait à côté de moi. « Ils vont déformer ça », a-t-elle dit. « Ils diront que je l'ai provoqué. »« Ils n'en auront pas l'occasion », ai-je répondu. « Ils l'ont enregistré, et moi aussi. » J'ai tapoté le petit enregistreur dans ma poche. J'avais vu la caméra être ajustée. Je connaissais leur tour, mais j'avais les miens aussi. L'air à l'extérieur semblait différent maintenant. Pas plus léger, pas encore, mais plus clair. Parce que cette fois, ils m'ont donné leur masque, et j'avais la preuve du visage qui se cachait derrière. Le lendemain matin, leur performance était virale, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Je me suis réveillé avant que le soleil ne se lève sur le port, je me suis retourné dans le lit et j'ai pris mon téléphone. Il vibrait déjà. Des dizaines d'appels manqués. Des notifications empilées comme des briques. La vidéo avait explosé en ligne. Le titre disait tout, un couple de l'élite de Charleston humilie sa fille et son fiancé devant la caméra. En quelques heures, c'était partout. Les chaînes locales ont diffusé le clip avant la météo du matin. Les présentateurs nationaux en ont débattu autour d'un café. Mais ce ne sont pas les gros titres qui m'ont frappé. C'étaient les commentaires. Des milliers d'entre eux. C'est à ça que ressemble le silence quand il n'a plus rien à prouver. L'homme n'a pas eu besoin d'élever la voix. Il a gagné la pièce en ne sombrant pas avec eux. Nous avons tous eu un Marshall King dans nos vies. Et juste comme ça, je suis devenu l'homme qui n'a rien dit. Clara était assise à côté de moi sur le canapé, enveloppée dans un sweatshirt de 2 tailles trop grand. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis la nuit dernière. Ses yeux étaient rouges, non pas d'avoir pleuré, mais d'être restée éveillée, à tout regarder se dérouler, image par image douloureuse. Elle a murmuré, « Je n'ai jamais voulu qu'il soit ruiné. » Je l'ai regardé, doucement mais fermement. « Tu ne les as pas ruinés. La vérité l'a fait. » À midi, Marshall se débattait. Leur équipe de relations publiques a publié une déclaration chancelante. Il a qualifié la vidéo de « manipulée ». Evelyne, apparaissant dans un segment d'actualité locale, a pleuré sur commande, disant qu'elle avait été émotionnellement appâtée. Mais les images brutes, horodatées, non montées, tirées directement de leur propre salle à manger, avaient déjà été vérifiées par 3 sources indépendantes. Internet n'a pas mordu à l'hameçon cette fois. Alors que les Kins s'accrochaient au déni, je suis resté silencieux. Pas un tweet, pas un communiqué de presse. J'ai juste laissé respirer. Mais je savais mieux que de penser que Marshall resterait acculé. C'est le genre qui se bat le plus salement quand il perd. Cet après-midi-là, le conseiller juridique de mon entreprise a fait irruption dans mon bureau avec un épais dossier à la main. « Vous devez voir ça », a-t-il dit. Marshall avait divulgué des documents à la presse, des accords falsifiés, des audits truqués, le tout peint pour donner l'impression que j'avais acheminé de l'argent par le biais de sociétés écrans, éludant les impôts pendant des années. C'était un coup calculé. Pas destiné à gagner, juste à salir. Mais il était en retard sur le jeu.
2 jours avant que tout cela ne commence, je m'étais assis en face d'Eli Navarro dans un bar tranquille juste à côté de Market Street. Eli est un journaliste d'investigation avec un flair pour la corruption et un historique de mise en menotte d'hommes puissants. Il suivait les Kin depuis près d'1 an. Des transactions immobilières, des avoirs offshore, des dons politiques qui sentaient les pots de vin. Je lui avais donné ce dont il avait besoin. Des conversations enregistrées, des registres internes et une piste de papier très réelle que Marshall n'avait jamais pensé que quelqu'un pourrait trouver. Et maintenant, avec Marshall qui donnait des coups dans le noir, Eli avait ce dont il avait besoin pour entrer dans la lumière. Vers 17 heures, mon téléphone a sonné. C'était Eli. « Tu avais raison », a-t-il dit. Compte offshore. Caïman. Son nom est dessus. Révélé. Ça devient fédéral. Ce soir-là, l'histoire a de nouveau basculé. Les gros titres ont changé. La famille Kin fait l'objet d'une enquête fédérale. Un tuyau anonyme conduit à une enquête sur une fraude financière. Soudain, je n'étais plus l'homme attaqué. J'étais l'homme qui n'avait pas bronché quand les couteaux sont sortis. Clara a éteint la télévision et m'a regardé. « Tu as planifié ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête lentement. « Non, dis-je. J'ai juste arrêté de faire semblant de perdre. » Nous sommes restés assis là un moment, dans ce rare silence qui ne vient pas de la paix, mais de la clarté. La tempête n'était pas terminée, mais le ciel s'était assez fissuré pour laisser entrer la lumière. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un seul message du même numéro anonyme qui m'avait prévenu auparavant. « Tu penses avoir gagné ? Tu ne sais pas de quoi il est capable. » Pas de nom, pas de réponse. Je suis allé à la fenêtre. Le port était calme, sombre, presque trop calme. Et dans ce calme, j'ai senti autre chose. Pas de la peur, pas exactement, mais le sentiment que la dernière carte n'avait pas encore été jouée. Les Kin tombaient, mais le jeu était toujours sur le plateau. J'aurais dû dormir, mais le sommeil me semblait inutile, comme si fermer les yeux permettait à quelqu'un de déplacer des pièces pendant que je ne regardais pas. Minuit s'est estompé dans le petit matin quand mon téléphone a vibré avec une alerte de l'immeuble. Mouvement détecté dans la suite 14B. L'horodatage indiquait 23h46. J'ai conduit, en sueur froide. Les rues étaient presque vides, Charleston silencieuse sous une lune mince. Au bureau, le gardien de sécurité du hall avait l'air aussi surpris que moi. La porte extérieure était entr'ouverte, non forcée. Pas de verre brisé, pas de panique, juste une précision que quelqu'un avait pratiquée. À l'intérieur, l'endroit sentait légèrement l'ozone et le café laissé trop longtemps sur un réchaud. Les bureaux de mon équipe étaient là où ils étaient toujours, les écrans sombres, un presse-papier ici, une photo encadrée légèrement inclinée là. À première vue, rien ne manquait. Puis le bureau de Mara, son café à moitié bu, le post-it avec un numéro de client. Tout semblait normal jusqu'à ce que je me souvienne où je gardais la clé USB cryptée. Elle n'était pas dans le tiroir. Pas volée pour le profit, ai-je réalisé. Volée pour faire pression. Mon cœur n'a pas accéléré. La colère, si. Pas le genre chaud et agité, mais un rétrécissement délibéré de la concentration. Quelqu'un était entré pour une seule chose. La clé contenant les originaux, les contrats, les pistes offshore, les enregistrements liant le cercle des Kin à des comptes qu'il n'avait jamais prévu que quelqu'un suive. Seules quelques personnes savaient qu'elle existait. Une seule personne en dehors de moi connaissait l'endroit exact de la cachette. J'ai appelé Mara. Pas de réponse. Son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. La lumière de son bureau était allumée, l'écran verrouillé. Son ordinateur portable avait disparu. Mara Voss était avec moi depuis que l'entreprise était une opération de 3 personnes. Elle avait conclu plus d'affaires tardives que je ne pouvais en compter. Elle savait où je gardais les choses parce qu'elle m'avait aidé à assembler le casier ce premier hiver où nous nous en sortions à peine. Elle savait quand appeler, quoi dire, et comment calmer une salle de conseil tendue. La confiance me semblait être un vieux manteau, confortable, familier. Maintenant, elle gisait au fond d'un tas de doutes. J'ai fait les 100 pas dans le bureau jusqu'à ce que l'aube peigne le port en gris. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir d'autres explications. Peut-être qu'elle avait été sous pression, peut-être contrainte. Mais chaque rationalisation sonnait comme du désespoir. 1 heure plus tard, un email anonyme a atterri dans ma boîte de réception avec pour objet « Vérifiez votre fil d'actualité ». En pièce jointe, un mémo,
ma signature falsifiée en bas, autorisant de faux états financiers. Le faussaire avait fait un travail soigné. La police correspondait. Le formatage était plausible. Les dates correspondaient. Quelqu'un voulait rendre l'histoire nette en version imprimée. Lial Renard, architecte d'une fraude. Marshall ne se contentait pas de lancer des rumeurs. Il était passé à des coups chirurgicaux. D'abord l'humiliation publique au dîner, puis des documents truqués, et maintenant un vol à l'intérieur de mes propres murs. Il avait trouvé son soldat, mais il y avait un schéma dans les mains négligentes. Quand les gens paniquent, ils répètent leurs erreurs. Le mémo falsifié avait un petit indice, une abréviation dans le pied de page que mes systèmes n'utilisaient jamais. C'était le genre de choses qu'un initié inclurait sans réfléchir. L'équipe de Marshall avait une méthode. Placer le blâme. Attendre que la fissure se forme, puis pousser jusqu'à ce que quelqu'un tombe à travers. J'ai appelé Ellie. Il avait été une présence constante, plus silencieux qu'un titre de journal, mais plus aiguisé que la plupart des équipes juridiques. J'ai besoin de toutes les copies que tu as de la piste Keane, ai-je dit. Et vois qui a accédé à l'ordinateur portable de Mara en dernier, a-t-il répondu rapidement. Nous avons localisé un appareil. Le téléphone de Mara était au siège de Keane Holdings 1 heure après minuit. Il a marqué une pause. Et il y a plus. Quelqu'un a accédé au serveur de sauvegarde en utilisant une accréditation liée à son identifiant. Le fauteuil de Mara était froid et vide pendant que le reste du monde s'échauffait. Je pouvais sentir une trahison, ironique, amère, comme boire un mauvais café parce qu'on a fait confiance au barista. Mais ma colère était tempérée par le calcul. La trahison est utile si l'on sait comment l'exploiter pour trouver la vérité. Je l'ai de nouveau appelé jusqu'à ce que son répondeur se déclenche enfin. Quand elle a rappelé, sa voix était faible. Lial, je ne voulais pas que ça arrive. Où es-tu, ai-je demandé. Marshall. Je veux dire, qui m'a appelé. Ils ont posé des questions. Ils ont dit qu'ils protégeraient mon travail si je les aidais à vérifier des audits internes. Ils ont dit que c'était le seul moyen d'empêcher l'entreprise de s'effondrer. J'ai paniqué. La panique est contagieuse. La culpabilité aussi. Elle a dit qu'elle avait été menacée de perdre ses avantages sociaux et que quelqu'un lui avait montré des photos, des choses hors contexte, et avait laissé entendre qu'il les rendrait publiques. Elle a pleuré en me le disant. Un son rapide et privé qui a brisé quelque chose dans la pièce autour de moi. Tu as eu peur, dis-je, non pas comme une excuse, mais comme une vérité. Ils ont utilisé la peur. Ils t'ont utilisé, a-t-elle murmuré. Je ne le lui ai pas apporté. Je l'ai laissé. Je jure que je l'ai laissé. La traçabilité d'Ellie suggérait le contraire. La localisation de son téléphone avait été détectée 2 fois au QG de Keane après l'heure de départ qu'elle avait indiquée. Soit elle y était retournée, soit quelqu'un d'autre avait utilisé ses identifiants. Les 2 possibilités avaient un goût de défaite. Il n'essayait plus seulement de me ruiner publiquement. Il voulait effacer les preuves qui pourraient les condamner. Cela rendait leur assaut existentiel. Il ne s'agissait plus de fierté, mais de survie. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai regardé la ville se réveiller. Les ferries du port glissaient sur l'eau noire. Les camions de livraison grondaient. Les bureaux s'allumaient comme des têtes d'allumettes. Quelque part, la machine Keane tournait, préparant un autre coup. En milieu de matinée, nous reconstruisions à partir des cendres. Ellie a déployé des sources, rassemblant des emails archivés, des copies miroirs, chaque impression oubliée de conférence. J'ai appelé un membre du conseil d'administration de confiance et j'ai expliqué tranquillement que le mémo falsifié était un coup monté. Nous montrerons la piste, lui ai-je dit. Mais nous aurons besoin de patience, et nous devrons contrôler le récit quand il sortira. Contrôler est un mot délicat. Ce n'est pas arrêter la rivière. C'est creuser là où l'eau coule. Nous nous sommes mis au travail, reconstruisant les historiques de fichiers, demandant des journaux de serveurs, assignant des horodatages. L'équipe se déplaçait comme un orchestre qui s'accorde. Chaque instrument trouvant sa place. Tard cet après-midi-là, je me suis tenu dans le bureau vide de Mara et j'ai réalisé que la trahison la plus douloureuse n'était pas qu'elle ait pu coopérer, mais que quelqu'un l'ait convaincu que la trahison était la seule option. Ce niveau de manipulation était la véritable arme de Marshall. Pas l'argent, pas la réputation, mais la transformation des gens en outils. Ellie a passé la tête avec de nouvelles informations.
Il prévoit de publier demain, a-t-il dit. En première page. Ils veulent rendre votre mort par les gros titres irréversibles. Je l'ai regardé, fatigué, mais résolu. Alors laissez-les imprimer. Nous aurons nos propres documents prêts à l'aube. S'ils veulent jouer avec les premières pages, donnez-leur une confession en première page. Il a ri, un son court et incrédule. Audacieux, même pour vous. Marshall a fait un choix le jour où il a décidé de s'introduire dans mon bureau, dis-je. Il a élargi la guerre pour inclure le vol. Cela signifie qu'il a mal jugé le coup de l'escalade. Les gens font des erreurs quand ils pensent que le désespoir les sauvera. Cette nuit-là, alors que je fermais mon appartement et que je raccompagnais Clara à la voiture, les rythmes normaux de la ville semblaient décalés. Les gens passaient sur les trottoirs, inconscients de la guerre silencieuse derrière les tours de verre. Un enfant courait après un ballon. Un couple se disputait doucement à propos des plans pour le dîner. La vie continuait, résiliente et inconsciente. J'ai vérifié mon téléphone. Un autre texto anonyme brillait sur l'écran. Le journal de demain. Première page. Pas de signature. Pas de remords. J'ai retourné le message dans ma tête comme une pièce de monnaie. Il voulait m'enterrer sous l'encre, mais les gros titres s'estompent. Le papier est recyclé. La vérité, si elle est arrangée avec patience et précision, peut faire passer cette encre pour une tâche. J'ai mal dormi, me levant avec un plan. Nous allions reconstruire les preuves, reconstituer les fichiers et exposer la main qui était entrée dans mon bureau. Ils avaient volé une clé USB, mais ils avaient sous-estimé la redondance. Des témoins, des sauvegardes cachées dans des endroits qu'ils n'avaient jamais envisagés. Ils avaient sous-estimé l'entêtement de quelqu'un qui avait passé des années à construire en silence. Ils pensaient qu'ils jouaient un coup intelligent. Ils avaient oublié que la personne qu'ils visaient avait appris à regarder pendant que les autres criaient. À l'aube, leur histoire a frappé tous les kiosques de la ville. Titre en gras, mensonge soigné. Le journal sentait l'encre et la confiance. Mais pendant que Charleston lisait la fabrication, Ellie a publié un fil en ligne avec des horodatages, des enregistrements originaux, des virements bancaires et une courte note. Suivez l'argent. Commencez par Kin Holdings. La première vague de vérité s'est écrasée sur leur théâtre de déni, forte, rapide et dévastatrice. Mais au lever du soleil, les Kin avaient déjà bougé pour colmater la brèche. Ils ne se sont pas arrêtés pour panser leur plaie. Ils ont riposté, vite et proprement, comme des gens qui avaient déjà joué à ce jeu. Quand j'ai ouvert les yeux ce matin-là, Clara était déjà réveillée, assise sur le bord du lit, son téléphone brillant dans sa main. Ses épaules étaient immobiles, mais ses doigts tremblaient. Ils l'ont fait, dit-elle sans lever les yeux. J'ai pris mon propre téléphone et j'ai vu le titre estampillé sur tous les principaux médias. Le PDG de la technologie, Lial Ransom, accusé de fraude d'entreprise. Des photos de moi sortant de mon immeuble étaient associées à des captures d'écran de documents truqués. Mon nom nageait maintenant dans un tourbillon d'accusations, comme si Internet avait voté et décidé que j'étais coupable avant le petit déjeuner. Les talk shows m'ont qualifié de « manipulateur ». Les analystes prévoyaient une chute libre des actions de mon entreprise. Certains clients ont commencé à annuler des rendez-vous sans un mot. C'est toujours comme ça que ça commençait. Pas par la confrontation, mais par le silence. Clara a posé le téléphone. Ils détruisent tout ce que tu as construit. Seulement si je les laisse finir l'histoire, dis-je d'une voix calme. En fin de matinée, j'ai appris que Marshall Kin avait programmé une conférence de presse dans la salle de bal du Hyatt du centre-ville. Les médias appelaient cela une « session de vérité ». Son équipe de relations publiques l'a présenté comme un moment de courage moral. Je savais que c'était une performance. Je n'étais pas invité. Bien sûr que non. Mais Ellie l'était, avec son badge de presse et tout. Ne cligne pas des yeux, m'a-t-il texté. Je te le diffuserai en direct. J'ai regardé depuis mon bureau, les stores à moitié baissés. L'écran s'est allumé, montrant Marshall derrière un pupitre qui ressemblait plus à une chaire. Le blason de la famille Kin était sur la toile de fond, comme un seau de cire de la droiture. Marshall portait son visage de politicien, sérieux, humble, mortel. Il s'est raclé la gorge et a commencé. Nous sommes ici aujourd'hui non pas pour nous réjouir, mais pour clarifier. Le public mérite la transparence. Il a brandi un dossier, l'entête de mon entreprise, ma prétendue signature. Ces documents prouvent,
a-t-il dit, que notre famille a été ciblée par quelqu'un prêt à manipuler la vérité, les affaires et les liens du sang. Il a fait une pause pour les faits. C'est à ce moment-là que le message d'Ellie a de nouveau sonné. C'est en direct. Ça marche. Sur l'écran de projection derrière Marshall, le diaporama a eu un pépin. La diapositive suivante s'est chargée, mais ce n'était pas la sienne. Au lieu de cela, nous avons entendu la voix de Marshall, enregistrée, claire et indubitable. Nous l'encadrerons avec ses papiers. Assure-toi juste que Mara soit payée d'abord. Une autre voix a suivi. Celle d'Evelyn. Et que Clara ne le découvre jamais. Des halètements ont parcouru la pièce comme du verre brisé. L'écran s'est divisé. Des messages textes, des journaux audio, des mémos internes, tout a commencé à défiler dans une séquence organisée. Le cheval de Troie numérique d'Ellie avait ouvert les portes. Une contre-performance était en cours, une pour laquelle il ne s'était pas préparé. Le nombre de vues sur le flux privé a bondi, 60 000, 100 000, 600 000 en quelques minutes. Marshall est resté figé. Le masque s'est fissuré, non pas de colère, mais de calcul des faits. Les journalistes se sont agités comme une marée qui change de direction. Monsieur Keane, avez-vous autorisé la falsification? Madame Keane, étiez-vous au courant de la corruption? Les microphones se sont avancés comme des armes. Les gardes de sécurité ont essayé d'éteindre le projecteur, mais il était trop tard. Ellie avait diffusé les images en direct sur 5 grandes plateformes et les avait sauvegardées sur un stockage cloud avant même que la deuxième diapositive n'ait fini de se charger. Le visage d'Evelyn s'est tordu alors qu'elle sifflait à un garde de couper le flux. Le garde a hésité. Peut-être a-t-il vu ce que j'ai vu. Les gens avec trop de secrets ne valent jamais la peine d'être protégés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Le message d'Ellie. C'est fini. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Pas avant que je n'arrive. J'ai quitté le bureau avec rien d'autre que mon manteau et ma voix. 15 minutes plus tard, je suis entré dans la salle de bal, d'abord inaperçu. La foule était devenue chaotique, les journalistes criant des questions dans le vide. Mais ensuite, quelqu'un m'a reconnu et la mer s'est ouverte. Personne ne m'a arrêté. Je me suis dirigé directement vers l'avant. Marshall m'a regardé, pâle, comme si quelqu'un avait vidé ses années de vantardise par une fissure dans le sol. Tu penses que ça prouve quoi que ce soit, a-t-il aboyé, la poitrine se soulevant avec le dernier souffle d'arrogance qui lui restait. Je n'ai pas élevé la voix. Pas besoin. Ça prouve que tu n'aurais jamais dû apprendre à ta fille à frapper les mauvaises personnes. De nouveau des halètements, cette fois plus vifs. La gifle de Clara. La gifle d'Evelyn. Toutes deux maintenant immortalisées dans la permanence numérique. La métaphore a frappé plus fort parce qu'elle était réelle. Puis je me suis tourné vers la presse. Mon silence n'était pas de la culpabilité. C'était de la retenue. Et maintenant vous avez vu pourquoi. Les microphones ont capté chaque mot. Les caméras aussi. Je n'avais pas besoin de crier. Je me suis juste tenu là, solide et immobile, pendant que la pièce tournait autour de moi. Dehors, Clara se tenait près du service de voiturier, les mains dans les poches de son manteau. Les journalistes l'entouraient mais ne l'approchaient pas. Quelque chose dans sa posture disait, pas maintenant. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. Tu n'étais pas obligé de venir, a-t-elle dit. Je devais le finir, ai-je répondu. Pas pour la vengeance, pour la paix. Elle n'a rien répondu, a juste hoché la tête, les yeux pleins mais stables. Alors que nous nous tournions pour marcher, j'ai mis la main dans mon manteau et j'ai senti la serviette pliée, la même que j'avais inconsciemment gardée depuis ce premier dîner humiliant. Je l'ai sortie. Elle m'a glissé des mains et a flotté jusqu'au sol, atterrissant comme une feuille morte sur le trottoir. Aucun vent ne l'a ramassée. Personne ne l'a piétinée. Elle est juste restée là, inutile maintenant, et enfin en paix. La serviette n'avait rien signifié pour personne d'autre, mais pour moi, elle avait toujours été un symbole silencieux de tout ce que j'avais avalé. Et maintenant, alors que Clara et moi nous éloignions des marches du palais de justice, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était enfin libéré en moi. Mais la liberté a un étrange écho. Elle ne résonne pas d'applaudissements. Elle bourdonne dans le calme. Charleston, cette nuit-là, était en sourdine. Le chaos qui avait bourdonné sur les ondes toute la semaine semblait maintenant lointain, comme du statique d'une autre époque. Le port était calme,
le clair de lune projetant de douces ombres sur les pavés. J'ai marché seul, pétrissant l'air nocturne. Les quines étaient finis, du moins publiquement. Leur compte était gelé. Des enquêtes fédérales parcouraient maintenant ce qui restait de leur empire. Evelyn n'avait pas montré son visage depuis la conférence de presse. Marshall s'était retiré dans le silence, essayant probablement de savoir quel ami répondait encore à ses appels. Et pourtant, alors que je regardais la marée monter, je ne ressentais aucune victoire. Le même sel dans l'air me rappelait la nuit où j'ai rencontré Clara pour la première fois. De son jeune âge sous ces lumières du quai, de tout l'espoir qu'elle avait que sa famille puisse être meilleure que ce qu'elle craignait. J'ai murmuré à moi-même, gagner ne ressemble pas toujours à des applaudissements. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un email, sans objet, juste une seule ligne de texte. Retrouve-moi au palais de justice. Une dernière chose que tu devrais voir. Mara Voss. J'ai hésité. Puis je me suis tourné et j'ai marché, chaque pas résonnant dans les rues silencieuses du vieux quartier. Le palais de justice se dressait au bout de Broad Street, baigné d'une lumière ambrée. Elle était déjà là, assise sur les marches de pierre comme une étudiante attendant une retenue. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, pas physiquement, mais comme quelqu'un qui avait vieilli d'un an pour chaque heure de regret. « Je me doutais que tu viendrais », dit-elle doucement. Je suis resté là où j'étais. Ils m'ont menacé. Marshall, Evelyn, ils ont fait comme si je ne prenais pas la clé USB, quelque chose arriverait à mon frère. Il venait de sortir de l'hôpital. J'ai paniqué. Je n'ai pas parlé. Je ne voulais pas te faire de mal, Lial. J'ai fait une copie de tout, même d'une vidéo que personne n'a encore vue. Elle a mis la main dans son manteau et m'a tendu une clé USB. Je l'ai prise sans un mot. Dans la voiture, garée à un pâté de maison, j'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. Là, granuleuse et horodatée, se trouvait Marshall, seul, affalé dans son fauteuil en cuir, un verre à la main. La caméra avait clairement été laissée en enregistrement par accident. Il marmonnait dans son téléphone, légèrement pâteux. Elle est comme sa mère. Loyale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle craque toute quand l'argent parle. Il ne parlait pas de Clara. Il parlait d'Evelyn. J'ai regardé le clip 2 fois. Puis j'ai fermé le couvercle. C'était la dernière pièce que je n'avais pas vue. Non seulement comment il traitait sa fille ou ses collègues, mais sa propre femme. Evelyn, la femme qui avait giflé Clara pour avoir montré de la résistance, souffrait elle-même en silence. Et soudain, tout sur ses sourires cassants et ses mots répétés a pris sens. La pourriture n'avait pas commencé avec Marshall. Elle grandissait depuis des générations. Il avait simplement maîtrisé la performance. J'ai regardé Mara qui attendait nerveusement à côté de la voiture. « Tu pourrais la divulguer », a-t-elle dit. Le faire tomber complètement. Les humilier. J'y ai réfléchi. Au lieu de cela, j'ai dit, personne n'a besoin de voir une autre âme brisée. Ni elle, ni Clara. Le lendemain matin, j'ai remis la clé USB à Ellie. Enterre-la, lui ai-je dit. Il m'a regardé une longue seconde. Tu es sûr? La vengeance publique fait du bien pendant un jour, puis elle vous empoisonne. Je n'avais pas besoin d'un autre titre. Clara n'avait pas besoin que l'héritage de son père lui soit à nouveau jeté au visage. Et Mara, eh bien, le pardon devait commencer quelque part. Des semaines ont passé. Le domaine des Keane a été mis aux enchères. Les enchérisseurs sont arrivés en chaussures vernies et avec des sourires polis, tournant autour de la propriété comme des charognards, tournant autour d'une carcasse encore chaude. Clara et moi nous tenions juste au-delà de la grille, regardant les panneaux être enlevés. « Tu aurais pu les détruire complètement », a-t-elle dit, sa voix indéchiffrable. « C'est ce qu'ils voulaient », ai-je répondu. « Me faire devenir l'un d'entre eux. » Elle a souri faiblement et a glissé sa main dans la mienne. Il n'y avait pas de caméra ce jour-là, pas de journaliste pour les réactions, juste un vent silencieux qui soufflait à travers les chênes couverts de mousse. Nous nous sommes retournés vers la voiture, à pas lents, se correspondant. Alors que je me glissais derrière le volant et que je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur, quelque chose a attiré mon attention. Sur la balustrade du porche du manoir maintenant vide, à peine visible de la rue, se trouvait un petit carré de blanc. J'ai plissé les yeux. La serviette, pliée de la même manière que toujours. Quelqu'un l'avait placée là. Pas tombé, pas oublié. Délibérément.
Clara ne l'avait pas encore vu. Je n'en ai pas parlé. En partant, j'ai gardé les yeux sur la route et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Pas lourd, pas obsédant, juste présent. La paix, ai-je murmuré, mais n'oublie jamais. 6 mois ont passé. Charleston est entré doucement dans l'automne, le genre de calme qui porte un frisson, mais aussi un étrange réconfort. La ville semblait plus douce maintenant. Le chaos de l'hiver dernier s'était estompé en chuchotement. Même le port semblait plus calme, comme s'il avait lui aussi mérité le droit de se reposer. Clara et moi nous étions installés dans quelque chose de stable, de réel. Nous dirigions ensemble une petite fondation, qui offrait des prêts et du mentorat à de petits entrepreneurs autrefois négligés, comme je l'avais été. Pas d'interview, pas de gros titres, juste du travail, un travail honnête. Chaque matin, je descendais au bord du quai avec une tasse de café et je regardais la lumière du soleil grimper sur l'eau. C'était un rituel simple, qui me rappelait ce que le silence pouvait signifier quand il n'était pas né de la douleur. C'est alors que l'enveloppe est arrivée. C'était un jeudi matin, frais, venteux, le genre de matin où même le courrier semblait plus léger. Parmi les factures et les brochures se trouvait une simple enveloppe blanche sans adresse de retour. L'écriture était soignée, l'encre légèrement estompée, mais la signature en bas m'a figé sur place. Evelyne. À l'intérieur, une serviette pliée, le même genre de l'impressé de ce dîner, et une seule page de lettres écrites en cursive bouclée. Je l'ai dépliée lentement. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la gifle, la honte, le regard dans les yeux de ma fille. Pour la première fois, je me suis vu. Je ne te détestais pas, Lial. Je détestais ce que tu me rappelais. Un homme qui pouvait être bon sans avoir besoin de le prouver. Marshall m'a appris que le silence était une faiblesse. Tu m'as montré que le silence peut être une force. Je quitte Charleston. Mais avant de partir, je voulais te rendre ceci. Quand j'ai incliné l'enveloppe, une petite feuille pressée en est tombée et a atterri dans ma paume. Cassante, délicate, parfaitement intacte. Clara est arrivée derrière moi, une serviette encore drapée sur son épaule après avoir fait la vaisselle. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a lue en silence, les lèvres bougeant légèrement alors que ses yeux traçaient les mots. Au moment où elle a atteint la fin, elle est restée là un moment, la lettre tremblant juste un peu entre ses doigts. Elle ne s'est jamais excusée, a-t-elle murmuré. Elle n'en avait pas besoin, dis-je. La feuille était ses excuses. Nous sommes restés près de la fenêtre un long moment, regardant simplement les bateaux dériver au loin. J'ai de nouveau plié la lettre et je l'ai glissée entre les pages d'un vieux livre sur l'étagère. Non pas pour la cacher, non pas pour l'exposer, juste pour la garder quelque part de paisible. Certaines batailles ne sont pas destinées à être gagnées. Elles sont destinées à être comprises. Une semaine plus tard, les arbres le long du port ont commencé à changer. Or, ambre, la couleur des fins qui ne piquent pas. Clara et moi avons décidé de nous promener au bord de l'eau ce soir-là, le même tronçon où tout avait autrefois commencé. La marée était basse, le soleil se fondant dans l'horizon comme du miel lent. Elle a glissé sa main dans la mienne. Est-ce que le bruit te manque parfois? J'y ai pensé. Aux salles de conseil, aux caméras, au bourdonnement aigu de la réputation. Au poids du silence qui me semblait autrefois une défaite. J'ai secoué la tête. Le silence m'a appris qui j'étais. Elle a souri. Alors peut-être que c'est ça, l'amour. Savoir quand parler et quand se taire. Nous avons marché sans un autre mot. Au bout de la jetée, je me suis arrêté et j'ai mis la main dans la poche de ma veste. La serviette pliée était toujours là, bien que le temps ait adouci ses plis. Je l'ai ouverte, sentant le tissu usé entre mes doigts. Puis j'ai placé la feuille pressée à l'intérieur et j'ai laissé les deux dériver dans l'eau. La marée l'a attrapé doucement, l'emportant au large. Les ondulations se sont étendues, larges, lentes et sans fin. Certaines histoires ne se terminent pas par des applaudissements, ai-je murmuré. Elles se terminent par le calme. Et le calme suffit. La dernière lumière du soleil a disparu derrière l'horizon. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de combler le silence. Il parlait parfaitement de lui-même.